En Hongrie, les élections les plus cruciales de ces dernières années débutent. Le monde entier croise les doigts. Les pays civilisés soutiennent l'opposant Péter Magyar, Poutine et Trump sont pour Viktor Orban, bien qu'au Kremlin, on se soit déjà résigné à la défaite. Le massacre à la tronçonneuse de Novosibirsk, deuxième partie, le harcèlement des agriculteurs se poursuit et l'abattage massif du bétail ne fait que s'intensifier. Une épidémie de rage a été détectée dans 16 régions de Russie. Les foyers se rapprochent de Moscou. Un salut à Poutler de la part d'Ilham Aliyev. À Bakou, des accusations visent 8 Russes. Poutine contre Pougatcheva. Les bureaucrates russes s'en prennent même aux fans de la prima-donna. Le nœud coulant se resserre pour Sergueï Tchoïgou. Un autre complice de l'ex-ministre de la Défense a pris 19 ans de prison et l'Estonie se prépare à la guerre contre la Russie. Le Christ est ressuscité, nous sommes le 12 avril. Matin dominical, voici les nouvelles, je suis Fyodor Chilenko, on commence. En attendant, commentez et aidez-nous à lutter contre la propagande russe. Et mettez un j'aime pour que la vérité éclate au grand jour. En Hongrie, les élections les plus importantes de ces dernières années commencent. Le monde entier retient son souffle. L'Ukraine, l'Europe et les pays civilisés soutiennent l'opposant Péter Magyar. Poutine et Trump appuient Viktor Orban. Pourtant, le Kremlin se prépare déjà à la défaite de l'actuel Premier ministre. Après la fuite d'un appel où Orban comparait les Hongrois à des souris et les Russes à des lions. Même à Moscou, on ne croit plus à la victoire de Victor le Fourbe. 2 sources proches de la présidence l'ont confié aux médias Medusa. Selon elle, sa défaite sera présentée par les médias russes comme une révolution de couleurs menée par l'Union européenne. On dira à Poutine que le Premier ministre hongrois et son équipe sont les seuls responsables. Le Financial Times et le Washington Post affirmèrent que la Russie tentait d'aider. Le parti au pouvoir a gagné, avec un plan pour faire remonter sa cote de popularité. Le document prévoyait de promouvoir Orban sur les réseaux comme un leader fort entouré d'alliés mondiaux. Ainsi que des cyberattaques contre ses rivaux, le parti TISA, mené par Péter Magyar. Cependant, toutes ces tentatives ont lamentablement échoué. Au contraire, elles ont plombé la popularité de l'actuel Premier ministre. Le Kremlin a fini par perdre tout espoir de voir son allié hongrois gagner aux élections après des articles occidentaux sur ses liens très étroits avec Moscou. Notamment Bloomberg qui a fuité la transcription de son appel avec Poutine. Pendant ce temps, l'Europarlement s'inquiète pour l'intégrité des prochaines législatives en Hongrie. À cause de l'ingérence russe et de la pression de l'État, plus de détails sur la situation en Hongrie avant le scrutin tout de suite. Un jour fatidique pour Orban. La course parlementaire entre dans sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que quelques jours avant le vote. Quels que soient les efforts d'Orban, ses chances de rester au pouvoir sont désormais proches de zéro, malgré toutes ses tentatives. Le parti Fidesz est devancé par le mouvement d'opposition TISA dans la plupart des sondages indépendants. Péter Magyar se rapproche d'une victoire stratégique. Selon certaines estimations, il pourrait même obtenir une majorité constitutionnelle au Parlement. Cela représente environ les 2/3 des voix au Parlement. Par conséquent, le Fidesz d'Orban pourrait se retrouver dans une opposition profonde. Même un agitateur de premier plan comme le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, n'a pas pu influencer le cours de la campagne électorale, tout comme les conseillers politiques russes qui ont guidé et soutenu la promotion de la campagne d'Orban. Même une campagne anti-ukrainienne et anti-européenne n'a pas aidé Orban à convaincre la majorité des citoyens de voter pour lui. Selon les sondages de l'agence sociologique Médian, à la question de savoir si l'Ukraine tente, avec l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN, d'entraîner la Hongrie dans la guerre, une grande partie des Hongrois a répondu qu'ils considéraient cette hypothèse comme étant clairement ou probablement erronée. Plus les élections approchent, plus les Hongrois s'inscrivent dans les circonscriptions électorales à l'étranger. Il y a quelques jours, ce nombre était d'environ 90 000, et si l'on considère par exemple les dernières élections, environ 150 000 étaient inscrits. Donc, d'ici les élections, je pense que ce nombre de Hongrois qui seront prêts à voter, principalement en provenance d'autres pays de l'Union européenne et des voisins de la Hongrie, ne fera qu'augmenter. Et je pense que l'on peut s'attendre à ce que la majorité de ces Hongrois votent, bien sûr, pour le candidat le plus pro-européen, à savoir Magyar. Le vice-président américain Vance, venu spécialement pour soutenir Orban, n'a pas non plus amélioré la situation.
D'ailleurs, le président américain Donald Trump, 2 jours avant les élections législatives en Hongrie, a exprimé son soutien au Premier ministre du pays et a appelé les Hongrois à voter pour lui. Dans le même temps, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne a déclaré qu'un tel soutien à Orbán ne constituait pas une ingérence électorale. Trump ne reconnaîtra bien sûr pas que la visite du vice-président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, constitue une campagne directe pour Orbán, bien que ce soit précisément le cas de facto et de jure. Car de plus, il y a eu un appel téléphonique public au cours duquel Trump a, une fois de plus, soutenu et fait campagne pour Orbán. Washington voit en Orbán son principal allié en Europe, car il partage le scepticisme des États-Unis concernant le soutien armé à l'Ukraine. Dans le même temps, le Premier ministre hongrois est le principal critique de la politique commune de l'Union européenne. Orbán veut réinitialiser l'Union européenne à sa guise, pour qu'elle devienne nettement plus à droite, pour qu'elle cesse de soutenir l'Ukraine et, au contraire, recommence à coopérer avec la Fédération de Russie et enfin, au fond, se soumettre totalement aux États-Unis d'Amérique. Et en réalité, cela coïncide tout à fait avec les intérêts de Trump, qui voit, disons, l'avenir de l'Europe, sous seulement 2 formes. Soit l'Europe sera totalement soumise à sa volonté, soit à quoi bon avoir un tel concurrent géopolitique. Le Parlement européen exprime sa profonde inquiétude quant à la transparence des prochaines élections en Hongrie. Les principaux défis cités sont les attaques hybrides russes et les manipulations du gouvernement Orbán, ce qui sème le doute sur la tenue d'un vote libre. Je n'exclurai même pas qu'Orbán puisse mettre en scène un attentat contre lui-même. Ou une situation similaire quelque part, par exemple, si les services secrets russes réalisent une telle mise en scène, même à l'insu d'Orbán lui-même, afin de mobiliser son noyau électoral. Et tout de même se battre, oui, soit aux élections, soit les reporter à une période où il y serait mieux préparé. La trace de provocateurs russes a déjà été remarquée plus d'une fois. Par exemple, le leader du parti hongrois TISA, Péter Magyar, a lui-même trollé des propagandistes russes venus à l'un de ses meetings électoraux. Merci d'être venu et profiter de la liberté ici en Hongrie. Et du changement de régime aussi, merci. Russes, rentrez chez vous! Russes, rentrez chez vous! Le vote en Hongrie aura lieu dès ce dimanche 12 avril. Et Viktor Orbán, se trouvant dans sa situation la plus difficile depuis 16 ans, a mobilisé toutes les ressources disponibles pour garder son poste de Premier ministre. Salut, Putlerot Ilham Aliyev. À Bakou, l'acte d'accusation a été lu contre 8 programmeurs russes dans une affaire de trafic de drogue. C'est ce que rapporte Oksiu.az. Le tribunal des crimes graves de Bakou a commencé l'examen de l'affaire pénale concernant 8 citoyens russes arrêtés à Bakou en juin dernier. Ils sont accusés de trafic de substances psychotropes en grande quantité au sein d'une bande organisée. Selon l'enquête, les Russes prévoyaient d'acquérir des stupéfiants en très grande quantité en Iran, pour leur revente ultérieure à Bakou. Tous les accusés sont des informaticiens ayant émigré de Russie après le début de la mobilisation. Ils n'ont cessé de nier toute implication dans ces crimes. Rappelons que la traque des Russes a débuté lors du conflit entre Bakou et Moscou, après l'arrestation à Yekaterinbourg de natifs d'Azerbaïdjan pour des meurtres présumés commis dans les années 2000. 2 personnes sont mortes lors des actes d'enquête à l'époque. Massacre à la tronçonneuse de Novosibirsk. Deuxième partie. Le harcèlement des fermiers continue et l'abattage massif du bétail ne fait que s'accélérer. Un foyer de rage a déjà été détecté dans 16 régions de Russie. La situation la plus complexe se trouve dans la région de Tyumen, que les fermiers locaux se préparent. On viendra bientôt les chercher. Selon les médias, près de 100 cas de rage y ont été identifiés. 71 cas ont été enregistrés dans la région de Novosibirsk. 18 autres foyers ont été signalés dans la région d'Orenbourg. Des cas de rage ont aussi été détectés dans le kraï de l'Altaï, les régions d'Omsk, Tambov, Kemerovo, Nijni Novgorod, Voronezh, Rostov, Ryazan et Tver, ainsi qu'au Bachkortostan. Des zones de quarantaine sont en place près de Moscou et dans la région de Yaroslavl. Le monde entier a vu ce que ces quarantaines signifient pour les éleveurs, à travers l'exemple des villages de la région de Novosibirsk. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Je me trouve sur la propriété de Piotr Polejaïev, village de Tchernokouria, district de Karasouk. Voici son bétail. Ils sont venus hier, ils voulaient tout abattre pendant la nuit. Arrivé vers 22h, ils voulaient abattre de nuit. Il y avait des camions Kamaz, des tracteurs,
tout. Mais il a dit qu'il s'immolerait par le feu. Sa femme a alerté, c'était l'hystérie ici. Ils sont partis, mais aujourd'hui, ils sont revenus à Tchernokouria et abattent le bétail de Turtulov. Et maintenant, il est fort possible qu'ils viennent chez nous. Voici ses bœufs, son travail, ses moutons. Cet homme s'est tué à la tâche, il a trimé dur. Comment est-ce possible? Il évacuait le fumier de ses propres mains? Comment peut-on priver un homme de son exploitation? Le bétail n'est pas malade, il est sain. S'il était malade, il montrerait des documents, il dirait « Voilà, vous avez telle maladie ». Personne n'a montré le moindre document. Les gens ont appelé à l'aide. Je suis venue ici. Les femmes de Tchernokouria sont là, celles qui ont pu venir. Et une fois de plus, le ministre de l'Agriculture de la région de Novosibirsk a montré le mépris des autorités. Il a refusé de rencontrer les fermiers. Un groupe d'activistes, victimes de la saisie et de la destruction du bétail, a tenté de voir le ministre Andrei Shindelev. Mais celui-ci a encore une fois évité de rencontrer ces gens en colère. Rappelons qu'avant cela, Shindelev avait fui honteusement face à la fermière Svetlana Panina. Le 9 mars, vous êtes venu chez moi, au village de Novokliouchi. Pourquoi vous cachez-vous? Vous étiez là. Je suis Panina. Andrei Viktorovitch, répondez aux questions. Mais où allez-vous comme ça? De quel droit m'avez-vous privé de mon exploitation? De quel droit? Le ministre de l'Agriculture s'enfuit. Ministère de la région de Novosibirsk. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi vous cachez-vous? Le 9 mars, vous ne vous cachiez pas et maintenant vous fuyez sans vergogne. Vous avez enfreint la loi? Vous croyez que je vais en rester là? Je ne laisserai pas passer ça, sachez-le bien. Je vais vous suivre comme votre ombre maintenant, je n'ai plus rien d'autre à faire. Dans un mois, je n'aurai plus de quoi manger, ni de quoi payer l'électricité. Pourquoi fuyez-vous? Allez vous cacher aux toilettes, loin des citoyens. Voici le ministre de l'Agriculture de la région de Novosibirsk, Andrei Shindelev, qui prend simplement la fuite. De la part de Svetlana Panina? Bravo, et si on se mettait au golf ensemble tant qu'on y est? Allons ensemble au poste de secours. Vous me montrerez l'arrêté. Sur quelle base vous avez agi? Pour sauver ce qu'il reste d'honneur au lâche gouverneur, cette fois, la sécurité a carrément refoulé les fermiers, tout en narguant les militants. Ils intimident déjà. J'ai appelé les services vétérinaires et un employé m'a répondu que la vaccination se ferait au milieu du mois, vers le 15 ou le 16. Reste à voir quand ces militants s'excuseront et remercieront les autorités, comme l'ont déjà fait certains fermiers. Partagez vos réflexions dans les commentaires. On a hâte de connaître votre opinion et mettez un j'aime si vous appréciez notre travail. La cote de Poutine s'effondre à toute vitesse. Et en Russie, on l'admet déjà presque officiellement. En parallèle, les correspondants de guerre russes hurlent tous qu'après Poutine, leur opération spéciale court à sa perte. La nouvelle réalité pour l'électorat du dictateur s'est avérée insupportable. Les prix dépassent les limites de la patience. Les petites et moyennes entreprises ferment en masse. Internet, Telegram et YouTube ont été coupés. Tous les mécontents sont immédiatement emprisonnés. Il semble que même les serfs les plus résignés commencent à relever la tête et à s'indigner du servage des boyards de Poutine et des répressions staliniennes du chef du bunker. Serait-il enfin mûr pour une révolution? Et comme le disait Lénine, le créateur de la Fédération de Russie, ceux d'en haut ne peuvent plus et ceux d'en bas ne veulent plus. Et de réels mouvements vers la liberté sont-ils possibles? Les Russes sont-ils capables d'une véritable colère et de protestation? Nous vous en dirons plus dans la suite de ce reportage. On a commencé à le haïr, on a commencé à le mépriser, et sa politique déplaît de plus en plus à l'électorat. Et comme j'ai maintenant beaucoup de temps libre, je vais tout simplement détester tout dans ce pays. Même les structures étatiques admettent que la cote de Vladimir Poutine est en baisse. Selon le VTSIOM, la cote du dictateur est tombée à 67%, son niveau le plus bas depuis le 20 février 2022. Une cote de popularité est un attribut d'une société démocratique, d'un État démocratique. La Russie n'en était manifestement pas un, surtout dans le contexte des transformations qu'elle a connues depuis 2022. Les dernières initiatives en matière de blocage de l'information et de persécution de toute manifestation de mécontentement montrent que la dérive de la Russie vers l'autocratie se poursuit et s'accentue. Il n'y a donc pas de cote de popularité s'il n'y a pas de concurrence. Poutine n'a pas de concurrence parce qu'il n'y a pas d'élection libre. Et si quelqu'un commence, même théoriquement, à prétendre participer à ces élections, soit il n'est pas autorisé à se présenter, soit c'est encore pire. Et le fait était là, et en Russie même, nous pouvons entendre de plus en plus souvent
un mécontentement envers le pouvoir. De plus, non seulement au niveau des simples internautes, qui ont été restreints, mais aussi des blogueurs ou des correspondants de guerre. Le problème n'est même pas que la Russie ne puisse pas encore gagner pour des raisons objectives. Le fait est que la Russie aujourd'hui, pour parler franchement, n'a pas, au sens global, un tel objectif. Que devons-nous garder à l'esprit ? Il n'y a plus d'arrière-front maintenant, même à l'intérieur de la quasi-totalité du pays. C'est pourquoi, pour l'emplacement de tous les postes de commandement, des infrastructures et du système de défense aérienne du pays, ainsi que pour la dispersion des ressources matérielles, eh bien, des exigences totalement différentes doivent déjà être formulées. Aujourd'hui, avec les moyens modernes d'attaque aérienne, que ce soit par les airs ou par la mer, la quasi-totalité du territoire national est à portée de tir. Les critiques fusent tant vers la direction du Kremlin que vers les commandants de l'armée, allant jusqu'à dire que la guerre n'est plus nécessaire et qu'ils ne veulent pas conquérir Kiev, et il s'avère que la défense aérienne ne fonctionne pas correctement. Débile. Par nos débiles, je ne veux pas dire tout le monde, mais je parle de certains individus. Ils sont presque prêts à envoyer toute la défense antiaérienne là-bas, tu sais. Allez, donnons-leur toute la défense antiaérienne, ils vont s'arranger avec les Américains, tout ira bien pour eux, tu vois. Et après, ils diront « Mais où est notre défense antiaérienne ?» Toute la défense antiaérienne est en Iran. Et ainsi de suite, tu comprends ? Mais pourquoi ont-ils commencé à exprimer leur mécontentement aussi ouvertement ? Selon les experts, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il ne faut donc pas encore prendre ce mécontentement trop au sérieux. Eh bien, d'abord, les correspondants de guerre ont longtemps été une classe privilégiée. Une classe de propagandistes russes, certes pas du plus haut niveau comme Soloviev ou Kiselev, mais tout de même assez privilégiés. Au fond, personne ne subvenait vraiment à leurs besoins, mais on les laissait, disons, se nourrir grâce à la thématique paramilitaire, grâce aux collectes de fonds et à la publicité sur les réseaux sociaux. Maintenant, on leur a retiré toutes ces sources de revenus. On leur dit en fait, les gars, on n'a plus vraiment besoin de vous. Un murmure silencieux commence, qui ne se transforme pas encore en quelque chose de plus sérieux, car ils ont peur de finir comme Girkin et d'autres figures de ce genre. Sur les pages des leaders russes, on voit de plus en plus d'appels à manifester, à renverser le pouvoir ou à arrêter la guerre. Mais si par malheur vous pensiez que les manifestations sont réelles dans ce pays, oubliez vite cette idée. À ce stade, c'est peu probable. Mais nous devons comprendre qu'en Russie, au fond, il n'y a jamais de véritables manifestations. Les manifestations, et ce n'est pas le genre de la Russie. En Russie, il y a soit une révolte spontanée, soit un coup d'État au sommet. Et un coup d'État est plus fréquent qu'une révolte spontanée. C'est-à-dire que c'est soit quelque chose de totalement imprévisible qui peut éclater n'importe où et dégénérer en émeute et pillage généralisé. Ou alors les élites décideront qu'il est plus simple de faire sans Poutine qu'avec lui et choisiront de l'écarter discrètement comme c'est arrivé maintes fois en Russie. C'est pourquoi personne ne s'attend vraiment à des manifestations. Pas de manifestation, pas de changement de pouvoir. Il ne faut pas se bercer d'illusions, mais il faut noter que des changements s'opèrent tout de même dans la société. Mais on ignore encore quand l'esprit critique de ce peuple atteindra le seuil nécessaire pour passer à l'action concrète. Pour l'instant, nous ne voyons que la faible cote de popularité du dictateur et un vide sidéral du côté de l'électorat. On commence à ne plus avoir peur de Poutine. De plus, certains sont déjà devenus si audacieux qu'ils ont commencé à se moquer de lui et à le ridiculiser. La Russie et Poutine sont dirigés de l'extérieur et probablement depuis Londres. Le début de l'opération militaire spéciale est une trahison. La guerre a perdu son sens et Poutine extermine le peuple russe et les Slaves. Ce sont les mots du collaborateur et soi-disant ancien gouverneur populaire de Nouvelle-Russie, Pavel Goubarev. Il y a déjà 1 million de Russes morts dans la guerre contre l'Ukraine. Ces déclarations et bien d'autres, percutantes et d'une franchise inattendue sur Poutine et l'armée d'occupation. La suite ? Le collaborateur, le soi-disant ancien gouverneur populaire de Nouvelle-Russie, Pavel Goubarev, a refait surface. Ce fervent partisan du monde russe a accordé une interview de 4 heures à Yuri Doud, dans laquelle il en a dit assez pour plusieurs peines de prison. Je suis en Russie, j'ai peur d'être accusé de fake, d'autant plus que j'ai un procès en cours. Il y en a déjà une administrative, de nature administrative. C'est pourquoi je vais m'exprimer avec prudence et peut-être même que je plaisanterai par moments. Pourtant, Goubarev n'est pas resté prudent bien longtemps. Et dès le début de l'entretien, il s'est mis à balancer ses 4 vérités, bien amères pour le Kremlin. Les Russes ont Sotchi, ils ont la Crimée. Enfin, ce ne sont que de petites bandes de terre, pour ainsi dire.
on manque de terre au sud. Voilà. Et pourtant, les espaces du sud sont les plus propices à la vie. C'est pourquoi les Russes doivent viser le sud. Sauf que l'agitation de Poutine pour s'emparer de nouveaux territoires est restée en travers de la gorge du Kremlin. Ce sang, il coule en vain. Il n'y a aucun but. On n'en a pas... On nettoie la terre où vivaient les slaves. On nettoie pour qui? Pour qui? Pour quoi faire? Je veux dire, tout le monde a déjà tout ce qu'il faut. Assez, mais pas tout à fait, avoue le collaborateur. C'est pourquoi le Kremlin ne songe pas à s'arrêter. Nous sommes des frères, un peuple frère. Et c'est une position forte. Oui, bon, on vous a un peu tués, mais vous nous avez tués aussi. Mais on dit, nous sommes un peuple frère, nous sommes un seul peuple. Ils disent, non, nous ne sommes pas un seul peuple, vous n'êtes pas nos frères. Ce qui signifie, selon Goubarev, qu'il faut rayer de la carte encore quelques villes. On n'a pas détruit ces villes parce qu'on le voulait. C'est aussi une sorte de sacrifice où nous ne sommes que l'instrument. L'ancien gouverneur populaire de Novorossia ne cache même pas les atrocités commises par l'armée russe et les collaborateurs comme lui. On va devoir souffrir le martyre, nous aussi, et verser notre sang, pour ainsi dire. Ensuite, Goubarev s'emporte encore plus. Oubliant toute prudence, il s'écarte des éléments de langage du Kremlin et commence à s'en prendre directement au pouvoir russe. Si l'Ukraine a un but, et que sa vérité est, on nous a attaqués, on va récupérer nos territoires. On peut dire qu'ils ont leur propre vérité, alors que chez nous, les objectifs de l'opération militaire spéciale n'ont toujours pas été annoncés. Ce qu'on veut, ce qu'on fait, pourquoi on fait tout ça, et quel est le but final où la guerre s'arrête, c'est-à-dire quand on a gagné, rien de tout ça n'est dit. Goubarev relègue l'homme du bunker au rôle de simple marionnette aux mains d'un gouvernement secret invisible. C'est compréhensible, car critiquer ce qui se passe ainsi est bien plus pratique et sûr. Poutine, c'est autre chose. Je veux dire, Poutine, c'est soit une étiquette sur toute cette structure, oui, qu'on appelle la Russie. Soit c'est un programme, ou alors c'est une sorte de programme système, ou peut-être même une sorte de religion. Sauf qu'apparemment, même les plus fervents patriotes Z ne croient plus en cette religion. Les gens sont un peu fatigués, des deux côtés d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire par « la guerre a perdu son sens ». Pourtant, Goubarev se ravise aussitôt. Côté business, le système Poutine continue de rapporter des millions et des milliards de dollars aux bonnes personnes. Le fusil engendre le pouvoir. C'est la thèse principale qu'il faut comprendre. Oui, le fusil engendre le pouvoir là-bas. Mais Goubarev lui-même prétend n'avoir rien à voir avec tout ça. Je n'ai pas pris un kopek à qui que ce soit. Je n'ai tué personne, je n'ai torturé personne. Ma conscience est tout à fait tranquille. C'est sans doute pour ça que je suis en vie. Mais là, le collaborateur ment effrontément, car quelques minutes plus tard, il avoue avoir fait du racket et de l'extorsion à Donetsk. D'ailleurs, moi aussi, j'ai pris ma part. Enfin, j'ai protégé un commerçant qui l'avait prise. Un vieil ami, Andrei Dundukov, est venu me voir et m'a dit « Il faut s'en emparer ». J'ai dit « Vas-y ». Et si jamais, j'ai dit « Je te protégerai ». Tant que j'avais encore un peu de pouvoir. Et pendant longtemps, j'ai assuré sa protection. Et les contradictions de ce genre foisonnent dans l'interview de Goubarev. Par exemple, il a souligné maintes fois qu'il combattait les fascistes au front. Pourtant, il s'avère être lui-même un nazi fini. Il faut chercher, mais il y a une photo, je te l'aurais bien montré. Bien sûr que j'ai fait le salut nazi. Si je retrouve la photo, je te la donnerai. Et Goubarev ne voit absolument aucun problème à cela. Au contraire, il jubile en racontant comment il faisait le salut nazi. Il n'y a rien de mal à ça, c'est n'importe quoi. Écoute, mais enfin, je comprends que par le passé... Hitler était un scélérat qui a tué 20 millions de mes compatriotes, de mes ancêtres. Donc Hitler est un monstre absolu. Mais le salut nazi, c'est juste un geste. Pourquoi une telle franchise, me demanderez-vous? Surtout pour quelqu'un qui craint autant de finir en prison pour ses propos.
C'est en fait très simple. Il s'avère que Goubarev a reçu l'ordre direct d'attaquer Poutine, même avec prudence. Voilà, je fais des piges pour le pouvoir de Poutine. On peut dire ça comme ça, oui. Sans s'impliquer émotionnellement. Et apparemment, cette nouvelle mission plaît beaucoup à Goubarev. Car Poutine a fini par l'exaspérer lui aussi. Ce qui se passe ne peut être sans contradiction. Et puis de ce Poutine maléfique sur son trône, ce fasciste, ce genre de super tyran, c'est vraiment l'explication la plus dégoûtante qui soit. Je me suis parfois retrouvé dans ce déni sans l'exprimer publiquement. Mais il ne faut pas trop s'attacher à Goubarev. Il était et reste un collaborateur sans scrupules. Il a simplement rejoint le camp de ceux qui paient le mieux. L'histoire dira bientôt, dans un futur proche, qui de nous est vraiment le plus idiot. Il ne nous reste donc véritablement plus qu'à espérer, avec une certaine impatience, que l'histoire, invoquée par Goubarev, finira par lui faire payer, d'une manière ou d'une autre, ses paroles ainsi que l'ensemble de ses actes. Et cela bien plus rapidement qu'il ne l'aurait jamais souhaité. Si nos villes sont détruites, ce n'est pas notre faute, c'est notre punition. C'est le cas de dire « ne naît pas belle, naît plutôt fille de Poutine ». Ekaterina Tikhonova, la cadette du dictateur, traite le budget russe au maximum. Sa fondation et ses entreprises lui ont rapporté des milliards de bénéfices records. Voici la suite sur l'héritière la plus riche de Russie. Elle a déjà des milliards sur ses comptes et continue de s'enrichir tandis que les Russes meurent en Ukraine. Sa principale source de revenus sont les commandes d'État. La fondation de la fille cadette de Poutine a gagné des sommes records lors de la 4e année de guerre. La Fondation Développement Intellectuel National, ou NIR, a rapporté plus d'un demi-milliard de roubles en 2025. Il est crucial que le neurocentre repose sur la synergie de ces technologies et leurs demandes réelles dans l'économie. En effet, on peut dire que l'homme découvre simultanément les capacités technologiques et lui-même. Les revenus colossaux de la fille de Poutine ont été révélés par l'enquête de On peut expliquer, analysant ses comptes de l'an dernier. La fille cadette de Poutine dirige l'organisation Innopractica, qui opère au sein de l'Université d'État de Moscou. Le bénéfice net de la fondation NIR en 2025 s'est élevé à 635 millions de roubles. C'est presque 100 millions de plus que l'année précédente, qui était de 540 millions. En 4 ans de guerre contre l'Ukraine, la fondation de Tikhonova a gagné plus d'1,6 milliard de roubles. Créée en 2012, Innopractica mène des recherches en pétrole, géologie, biotechnologie et chimie. Parmi ses plus gros clients figurent Transneft, Rosneft et Rosatom. Son conseil d'administration inclut des proches de Poutine, Igor Sechin, Sergei Chemezov, Alexei Miller et Kirill Dmitriev. Sa femme Natalia Popova est aussi une amie proche de Tikhonova et elle siège également au conseil d'administration du NIR. À l'issue de 2025, les profits d'autres sociétés de l'empire de la fille de Poutine ont augmenté. Les bénéfices du Centre d'ingénierie de l'innovation, qui fait partie de l'empire NIR de la fille de Poutine, ont centuplé. Elle y détient une participation majoritaire de 51%. Il s'occupe de substitution aux importations et déploie des technologies russes dans de grandes entreprises. Ses partenaires sont Avtovaz, Rosatom, Sber, RJD, Gazprom et d'autres géants du milieu des affaires. Fin 2025, le profit du CII est passé de 1 à 99 millions et le chiffre d'affaires de 96 millions à 2 milliards et demi. Curieusement, l'argent afflue à une vitesse folle sur les comptes du centre d'ingénierie de l'empire de Tikhonova. S'il y avait un peu moins de 50 millions de roubles en 2024, alors, fin 2025, la somme a grimpé à plus de 2 milliards de roubles. Le CII s'occupe de substitution aux importations et bizarrement impossible de trouver des appels d'offres le mentionnant sur le site des marchés publics. Pourtant, le centre reçoit systématiquement des commandes de l'État. Katerina Tikhonova elle-même est milliardaire, selon les révélations du MO. Son compte à la Gazprom Bank affichait en janvier 2025 un solde de 2,3 milliards de roubles, d'après une fuite sur les dépôts bancaires des Russes. Sur ce montant, elle a également perçu 344 millions d'intérêts. Le conjoint de Tikhonova est l'ancien directeur artistique du Ballet d'État de Bavière, l'artiste du peuple Igor Zelensky, comme l'ont découvert des journalistes en 2022. Ils ont une fille ensemble.
Poutine n'est plus jeune, et le Kremlin pourrait sérieusement envisager de transférer le pouvoir, précisément à Katerina Tikhonova. Selon des sources proches de l'administration présidentielle russe, cette idée l'est poussée par Mikhail Kovalchuk, scientifique, entrepreneur et allié de longue date de Poutine. La chasse aux sorcières continue. Le Kremlin et ses partisans acharnés continuent de s'en prendre à Alla Pugacheva et à ses fans. À Moscou, le festival annuel des fans de la primadonna, le printemps de Pugacheva, a été annulé. Le scénario de l'annulation est banal pour la Russie d'aujourd'hui. La dénonciation a été faite par le rat préféré du Führer russe, Vitaly Borodine. Auparavant, ce dénonciateur professionnel avait demandé au procureur général d'annuler le festival. Selon lui, l'événement présente des risques de sécurité, car des fans et des détracteurs pourraient s'y croiser et en venir aux mains. Le festival Printemps de Pugacheva est organisé chaque année depuis 2022 par ses admirateurs. Et pour finir, une nouvelle encourageante. La paix n'est plus très loin. La guerre en Ukraine pourrait se terminer très prochainement. Selon Kirill Boudanov, les partis ont fait de sérieux progrès et s'orientent vers un possible accord de paix. Dans une interview à Bloomberg, le chef du cabinet présidentiel a admis que Kiev et Moscou campent sur des positions maximalistes, mais s'est dit convaincu qu'un compromis est possible. Selon l'ex-agent de renseignement, Poutine a désormais une motivation majeure pour conclure un accord, l'argent, et plus précisément un gouffre budgétaire qu'il ne parvient pas à combler. Contrairement à l'Ukraine, le Kremlin finance la guerre avec ses propres fonds qui se chiffrent aujourd'hui en trillions. C'est tout ce que j'ai le temps de vous rapporter pour le moment. Mais retrouvez encore plus d'actualités dans notre prochain bulletin. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dans quelques heures, mes collègues reprendront le relais de l'actualité du jour. Le Christ est ressuscité,